On passe maintenant à la troisième partie de cette conférence consacrée à la blockchain et aux enjeux de société. Et je passe maintenant la parole à Philippe Honigman, qui est le fondateur de Ftopia et qui travaille également chez Backfeed. Je passe où, là? Alors, avant, arrière. Ok, merci. Bonsoir. Donc nous, on a une plateforme pour Backfeed. Je vais vous parler ce soir d'une autre forme de décentralisation, celle du travail. On a vu que le blockchain était une machine à fabriquer du consensus. C'est son rôle, c'est sa capacité. C'est ce qui a permis, dans le cadre du Bitcoin, d'émettre une monnaie sans banque centrale, de valider des transactions sans banque pour les confirmer. Mais cette capacité à fabriquer du consensus parmi des acteurs différents, sans tiers de confiance, sans autorité de régulation, elle peut s'appliquer dans des domaines bien différents. Et en l'occurrence, on va parler de celui de l'entreprise, une forme qu'on peut considérer en déclin, ou en tout cas dans un certain essoufflement. On parlait de la fin des banques, donc je peux bien parler de la fin de l'entreprise. En tout cas, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Alors pourquoi on peut parler de déclin de cette forme entreprise? On va simplifier à l'extrême. Une entreprise, c'est ce machin au milieu, avec d'un côté des suppliers, des fournisseurs, de l'autre côté des clients. Et entre ces clients et l'entreprise, et entre ces fournisseurs et l'entreprise, on a des mécanismes dits de marché, d'offres et de demandes, et de coordination selon des dynamiques de marché. À l'intérieur de l'entreprise, en revanche, on est dans un cadre qui est complètement différent de celui du marché, celui d'une structure de commande et de contrôle qu'on appelle une hiérarchie managériale. Donc on n'est pas dans le domaine du marché. Et c'est précisément ce qui a conféré à l'entreprise son succès, son développement pendant à peu près 200 ans, ce qui lui a permis d'être efficace dans le cadre de la seconde révolution industrielle et de faire de la production de masse dans un contexte relativement stable. Cette structure managériale, cette structure de commandement verticalisée, hiérarchique, elle est aujourd'hui remise en question depuis un certain temps maintenant. Elle est remise en question notamment en raison du contexte qui a complètement changé, qui est marqué par une instabilité croissante, par des bouleversements technologiques, des bouleversements sociaux, la nécessité d'y répondre avec de la créativité, de l'innovation. Et cette créativité et cette innovation doivent mobiliser toutes les ressources de l'entreprise. Or, quand on est dans un système hiérarchique, on a bâti sa structure autour d'une dissociation entre ceux qui décident, qui pilotent, qui commandent et qui contrôlent, et ceux qui exécutent. Donc, à l'inverse de cette nécessité de libérer la créativité et la décision dans tous les points de l'entreprise, et en particulier dans ses extrémités. C'est la raison pour laquelle on a effectué on a usé de tas de stratagèmes pour changer ça, notamment en réduisant tout simplement les échelons hiérarchiques, en introduisant des multiples dimensions de management avec du management matriciel, ou simplement en supprimant complètement le management. Ça s'est fait dans un certain nombre d'expérimentations, dans des entreprises moyennes ou grandes, avec un certain succès, de façon surprenante. Plus de managers et ça continue à marcher. On a vu également que certaines approches avaient été formalisées comme des méthodologies. On parlait tout à l'heure d'holacratie ou de sociocratie. Ce sont des approches qui visent à remplacer ou à transformer les organisations de façon à les rendre plus organiques et plus souples. Un autre aspect, je ne vais pas y passer longtemps, mais ça a été à plusieurs reprises abordé, c'est la logique de coopération qui a accouché de résultats suffisamment significatifs. On parlait de Wikipédia, on peut parler de Linux, pour offrir un des modèles alternatifs à celui de la structure de l'entreprise, puisqu'il s'agit d'une coopération transverse où il n'y a pas de relation hiérarchique de commandement entre les différents acteurs. Et enfin, un dernier aspect, un dernier symptôme du déclin de la forme entreprise, le salariat lui-même, l'emploi salarié qui a connu son apogée dans les années 80, avec plus de 80% de cette forme de prédominance dans l'activité économique des agents individuels, a chuté de façon spectaculaire en quelques décennies. Et aujourd'hui, certains analystes prévoient qu'à l'horizon de la fin de la décennie, donc dans 4 ans, il y aurait jusqu'à 40% d'emplois individuels. Alors derrière, beaucoup de statuts différents, beaucoup de cas différents, mais de l'emploi non salarié, des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs et des freelances.
Alors, qu'est-ce qui remplace? Qu'est-ce qui motive? Quelle est la logique à l'œuvre? On a parlé également de plateforme. Je suis désolé de répéter, d'aller sur les traces de mes prédécesseurs, mais c'est bien des logiques fortes ici. La logique de la plateforme, c'est une logique qui conduit à remplacer une partie de l'activité de l'entreprise et une partie de son fonctionnement en l'extériorisant et en l'en faisant tourner, pour employer une expression informatique, en reposant sur l'activité de ceux qui étaient auparavant ses sous-traitants et ses clients. Si on reprend notre schéma, on a toujours l'organisation hiérarchique de l'entreprise en haut, mais elle s'est considérablement allégée. Les plateformes, on le sait, ont un ratio valorisation effectif qui est complètement différent par un ou plusieurs ordres de magnitude par rapport aux acteurs industriels. Donc une structure beaucoup plus légère, et un réseau qui est constitué de clients ou qui est constitué d'agents indépendants qui sont pilotés par du logiciel. Mais qui régule le logiciel? C'est l'entreprise derrière. Qui définit les règles de coordination? C'est l'entreprise derrière. Et qui extrait la valeur économique de cette activité? C'est également l'entreprise. C'est bien pour ça qu'elle le fait. Donc il y a un objectif économique. Dans certains cas, la totalité de la valeur économique est extraite. On est dans le cadre de la valeur d'usage du réseau, donc Facebook, Google, on voit ses amis, on recherche du contenu sur Internet, on a une pure valeur d'usage, pas de flux économique. La valeur économique est créée pour la plateforme. On a d'autres cas comme Uber, comme Amazon, comme eBay, comme Airbnb, où il y a un système mixte, mais qui décide de l'allocation et de la distribution de la valeur, c'est la plateforme, ou plutôt l'organisation qui est derrière. Alors, ce que je vous propose, c'est d'imaginer qu'on est dans un système de mutation progressive vers la décentralisation, et donc que le temps de la plateforme, c'est un temps d'intermédiaire, c'est un temps qui marque une étape dans un processus. Et l'étape suivante, c'est ce qu'on a appelé certains DAO, certains DCO, organisations collaboratives décentralisées. L'idée, c'est qu'on a la possibilité de créer une association libre d'individus qui se mobilisent dans un but commun et qui définissent eux-mêmes les règles de fonctionnement. Pardon. Donc on retrouve notre réseau, mais avec une grande différence. L'échelon du haut a disparu, l'organisation qui le pilotait a disparu, et donc la régulation est une autorégulation, et le partage de la valeur, le circuit de distribution de la valeur, est un circuit qui est propre au réseau. Il n'y a pas de fuite de la valeur en dehors du réseau. Mon point, c'est qu'on va terminer sur le blockchain quand même, c'est que l'enabler des plateformes, c'est Internet, c'est ce qu'on a appelé le Web 2.0. L'enabler, le facilitateur, le déclencheur technologique des organisations décentralisées, c'est le blockchain. Puisque précisément la fonction du blockchain, c'est de réaliser le consensus sans un tiers de confiance et sans une autorité. De manière plus précise, en quoi le blockchain permet de faire fonctionner les DCO? Essayons d'être concrets. Je suis individu, je veux rejoindre une organisation décentralisée, je vais développer une activité au sein de cette organisation et je vais être rétribué au sein de cette organisation. Je vais donc obtenir une valeur en retour qui peut être une valeur monétaire, qui peut être une valeur financière, qui peut être une valeur de reconnaissance de ce que j'ai fait, donc une réputation. Il est absolument capital que je maîtrise ce capital, cet actif que j'ai créé. Si c'est pour qu'il soit défini et maintenu et conservé et sous le contrôle d'un tiers, on a recréé la plateforme d'une certaine manière. Donc garantir la décentralisation de bout en bout est absolument fondamental. C'est donc la raison pour laquelle la blockchain est importante. C'est le blockchain qui me permet de m'assurer de la permanence de mes actifs, de leur inviolabilité, de leur intégrité, personne ne peut les corrompre, et de leur interopérabilité, c'est-à-dire que je puisse, avec les actifs que j'ai développés, que j'ai acquis au sein d'une organisation décentralisée, les réutiliser dans une autre. Même chose pour l'organisation, ce qui permet de garantir pour l'organisation la transparence des mécanismes de gouvernance et les mécanismes de distribution de la valeur, c'est le fait qu'ils soient inscrits sur le blockchain et non pas conservés par un tiers. Pour terminer, quelques points qui ont pour objectif de dire un peu plus concrètement à quoi pourraient ressembler et quelles seraient les caractéristiques de ces organisations décentralisées.
Le premier point, c'est leur fluidité, leur ouverture. L'idée, c'est qu'une organisation décentralisée est ouverte. N'importe qui peut y coopérer, n'importe qui peut y collaborer. Donc il y a une fluidité et une ouverture qui n'existent pas dans les organisations qu'on connaît aujourd'hui sous la forme de l'entreprise. N'importe qui peut également choisir son rôle. Ce qui va avec, c'est une capacité d'auto-organisation, je ne vais pas avoir le temps de la décrire de manière précise, mais qui doit reposer sur des mécanismes qui se substituent à la hiérarchie. Dans une hiérarchie, il y a un boss qui dit quoi faire. Là, personne ne dit quoi faire. Donc, il doit y avoir des mécanismes qui remplacent la chaîne de commande et de contrôle. Troisième point, c'est la méritocratie organique, la gouvernance. Les processus de décision ne sont pas démocratiques. À partir du moment où vous avez une structure ouverte, on ne peut pas concevoir qu'une personne qui rejoindrait cette structure aurait le même poids et la même influence que ses fondateurs ou que les personnes qui ont acquis une expertise et qui ont travaillé pendant longtemps. Donc il doit y avoir une proportion entre l'investissement, la réputation, l'activité au sein d'une structure et l'influence qu'on y exerce. Donc méritocratie. Et je vais y arriver. Alors, celle-là, ce n'était pas auto-organisation, mais c'était distribution de la valeur. Donc l'idée, bien sûr, c'est que la valeur puisse être créée et rétribuée de manière proportionnelle à l'activité. Et ça veut dire quoi, rétribuer? Ça veut dire rétribuer en parts. Donc c'est ce qu'on appelle l'equity, le crypto-equity éventuellement. Rétribuer en valeur d'usage, quand l'organisation produit des services ou des biens, pouvoir les utiliser soi-même. C'est assez commun dans l'open source notamment. Et enfin, être rétribué en currency, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit fiat. Et je termine avec un panorama de l'écosystème des initiatives qui aujourd'hui outillent les DCO. Donc tous ces projets, plus ou moins, sont liés au fait de rendre les DCO possibles, les organisations décentralisées possibles. On a en bas ce qu'on pourrait appeler l'infrastructure, donc le blockchain, en particulier Ethereum. Donc on est sur la couche TCP/IP dont parlait Gilles au début. On est au-dessus sur une couche qui est une couche technologique qui est absolument indispensable et qui est une couche protocolaire. Donc on pourrait l'appeler HTTP puisqu'on a parlé de TCP/IP en dessous. Et donc on retrouve des projets qui ont pour but de proposer une gestion d'identité décentralisée, comme Uport ou Jolocom, ou des projets qui permettent de gérer le circuit de la valeur, la distribution de la valeur et la gestion de la réputation de façon décentralisée, comme Backfeed. Et enfin, on a une couche qui pourrait appeler applicative, avec en haut à gauche des réseaux sociaux qui permettent de réunir des contributeurs autour de projets et de trouver à partir de projets des contributeurs. Donc Partop et Colony sont des exemples. Et enfin, des manières d'organiser l'articulation entre les DCO et le monde réel ou le monde social, avec des structures qui visent à incorporer ces DCO dans la réglementation locale. Je vous remercie.